Le monde est en pleine effervescence, et une question émerge avec une force inattendue. Comment un seul homme, Ibrahim Traoré, pourrait-il redéfinir l'avenir de la Guinée-Bissau et du Sahel tout entier ? La région, déjà marquée par des turbulences, voit en lui une figure qui pourrait bien bousculer les fondations politiques établies, mais cette transition risque-t-elle de concrétiser un renouveau ou d'ouvrir la voie à une instabilité plus profonde ? Ibrahim Traoré, symbole d'un changement radical, incarne-t-il vraiment l'espoir ou un piège encore plus grand ? La transition en Guinée-Bissau offre une opportunité unique, mais elle est aussi chargée de risques considérables. Ibrahim Traoré, déjà une figure marquante dans le Sahel, se trouve au cœur de cette dynamique de changement. Ce moment est crucial pour la région. Il s'agit de savoir si cette rupture peut véritablement redresser un système politique affaibli par des années de gouvernance instable. Si la promesse d'un renouveau politique reste intacte, les défis à relever sont nombreux. Les attentes populaires sont grandes, mais les fractures sociales et politiques risquent d'entraver toute tentative de réforme durable. La question qui se pose est la suivante. Cette transition saura-t-elle répondre aux exigences du peuple tout en préservant la stabilité du pays ? Ibrahim Traoré, en prenant le leadership, doit non seulement apporter des solutions concrètes aux problèmes sociaux et économiques, mais aussi éviter que cette nouvelle ère ne se transforme en un piège autoritaire. La Guinée-Bissau se trouve à la croisée des chemins et l'avenir semble incertain. La Guinée-Bissau se trouve à un tournant décisif de son histoire. Un événement majeur a secoué le pays. La dissolution du Parlement et la prolongation controversée du mandat présidentiel ont créé une onde de choc dans une société déjà fragilisée. Ces décisions, perçues par beaucoup comme des actes de désespoir d'un gouvernement incapable de réformer, ont intensifié la méfiance populaire et le sentiment de trahison. Cette atmosphère tendue a été exacerbée par des rumeurs de détournement de fonds publics menaçant encore davantage la stabilité du pays. Dans ce contexte de crise, Ibrahim Traoré est apparu comme un homme providentiel, incarnant l'espoir d'une sortie de crise pour les citoyens lassés par des années de promesses non tenues. Toutefois, cette transition ne repose pas uniquement sur la volonté de changement de la part de l'armée. Elle doit également répondre à des attentes populaires profondes, un système qui fonctionne, qui protège et qui renverse la tendance à l'inefficacité et à la corruption. Le renversement du pouvoir ne se fait pas sans risque. Dans une région aussi instable que le Sahel, toute initiative de transition militaire porte en elle la menace d'une militarisation excessive et d'une dérive autoritaire. Mais en même temps, les institutions fragiles de la Guinée-Bissau, déjà paralysées par des années d'inaction, semblent incapables de maintenir l'ordre et de répondre aux attentes des citoyens. Ce renversement, bien qu'imprévu, n'a pas été perçu comme un coup d'État, mais plutôt comme une réponse à l'incapacité des élites politiques à garantir la stabilité. L'influence croissante de figures comme Ibrahim Traoré, en particulier au Burkina Faso, a ouvert la voie à une réflexion sur la nécessité d'une redéfinition souveraine. Dans ce contexte, chaque décision politique pourrait avoir des conséquences bien au-delà des frontières du pays. Le modèle militaire proposé par Traoré peut-il être la clé pour une gouvernance plus efficace et plus stable, ou est-ce une solution temporaire dans un monde de plus en plus incertain ? Ibrahim Traoré est rapidement devenu une figure centrale dans le paysage politique du Sahel. À travers son ascension, il incarne non seulement un changement radical pour le Burkina Faso, mais aussi un modèle potentiel pour la Guinée-Bissau et au-delà. Son image s'est renforcée dans un contexte où les populations, fatiguées de gouvernements inefficaces, voient en lui un espoir de transformation. Mais qu'est-ce qui fait de Traoré une figure si charismatique et crédible dans cette transition ? C'est son positionnement en dehors des structures politiques traditionnelles et sa capacité à incarner une rupture avec le passé, un retour à la souveraineté nationale et à l'autonomie. Son leadership militaire et ses décisions audacieuses lui ont permis de s'imposer comme un homme d'action, capable de prendre des décisions drastiques pour rétablir l'ordre. Toutefois, le chemin qu'il propose n'est pas sans embûches. En Guinée-Bissau,
la population observe attentivement l'évolution de la situation au Burkina Faso. Les similarités sont frappantes. Une gouvernance défaillante, des promesses non tenues et une jeunesse en quête de renouveau. Cependant, Traoré devra faire face à des défis différents, notamment la nécessité de réconcilier les fractures sociales internes et de répondre aux attentes d'une population impatiente. Dans cette phase précoce de la transition, l'action de l'armée et la manière dont Traoré navigue à travers les tensions politiques pourraient déterminer la direction future du pays. Il ne suffit pas de renverser un régime, il faut également instaurer un modèle politique fonctionnel et durable, ce que les précédentes tentatives n'ont pas réussi à faire. La situation en Guinée-Bissau a pris une tournure décisive alors que l'armée a pris le contrôle du pays, marquant un moment historique dans la politique du Sahel. L'événement clé a été la dissolution du Parlement, suivie de la prolongation controversée du mandat présidentiel, des actions qui ont exacerbé la crise politique et sociale. Dès l'annonce de ces mesures, la population a réagi de manière spontanée, les rues de Bissau étant envahies par des manifestations de mécontentement, tandis que l'armée, de son côté, mettait en œuvre des actions pour restaurer l'ordre. La capitale, plongée dans une atmosphère de confusion et d'incertitude, a vu la militarisation des institutions s'intensifier, une démarche qui pourrait marquer le début d'une nouvelle ère politique. Ce renversement s'inscrit dans un contexte régional tendu, avec des voisins comme le Burkina Faso et le Mali, qui connaissent également des transitions militaires, ce qui a renforcé l'idée que ce modèle pourrait offrir une solution viable à des régimes politiques fragiles. L'armée, bien que vue comme un rempart contre la déstabilisation, fait face à un défi majeur: maintenir l'ordre tout en répondant aux attentes populaires de changement et de réformes structurelles. En effet, la Guinée-Bissau, déjà en proie à des problèmes économiques, a vu ses prix grimper, ses services publics se dégrader et son isolement international se renforcer. Mais dans ce chaos, un sentiment de résilience a émergé. Les citoyens, longtemps fatigués par l'inefficacité des administrations précédentes, ont vu dans cette transition une opportunité de redéfinir l'avenir du pays. Cependant, la prise du pouvoir par l'armée n'a pas été acceptée de manière uniforme, certains secteurs de la société restant sceptiques quant à la militarisation du pouvoir et au risque d'un retour à un régime autoritaire. Dans les premières heures suivant la prise de pouvoir, les militaires ont réussi à établir un semblant de contrôle. Le président a été arrêté et l'armée a pris en charge les principales institutions gouvernementales. Une atmosphère étrange a régné dans la capitale, oscillant entre stupeur et soulagement. Les fonctionnaires, longtemps soumis à un régime autoritaire, ont commencé à se manifester, tentant de s'adapter à cette nouvelle réalité. Tandis que certains exprimaient des réserves face à cette transition, d'autres, en particulier les jeunes et les groupes populaires, ont vu cette prise de pouvoir comme une libération du joug d'un système qu'ils considéraient comme défaillant et illégitime. Cependant, le défi pour Ibrahim Traoré et ses alliés reste immense. La transition politique en Guinée-Bissau doit aller au-delà de la simple prise de pouvoir militaire. Il faudra reconstruire un système démocratique, stable et fonctionnel, tout en évitant les dérives autoritaires. Traoré, dont l'ascension a été largement saluée en tant qu'homme du renouveau, doit également faire face à la réalité de la gestion d'un pays profondément divisé. Les attentes sont élevées, et chaque décision qu'il prendra influencera non seulement l'avenir immédiat du pays, mais aussi l'issue de la transition pour l'ensemble de la région. Ce moment charnière pourrait devenir un modèle pour d'autres nations du Sahel, ou bien entraîner la Guinée-Bissau dans une spirale d'instabilité encore plus profonde. Les premiers signes de déclin en Guinée-Bissau étaient évidents dans plusieurs domaines clés avant la prise de pouvoir par l'armée. Le premier indicateur marquant fut la chute de la participation politique, un phénomène qui a révélé la désillusion croissante des citoyens face à un système gouvernemental en décomposition. Selon les dernières données disponibles, la participation aux élections internes a chuté de près de 30% au cours des 2 dernières années, un chiffre qui reflète non seulement une crise de confiance dans les institutions, mais aussi un désintérêt général pour un système politique perçu comme inefficace et déconnecté des réalités sociales et économiques du pays. Ce déclin de l'engagement civique est une preuve évidente
que les citoyens, autrefois enthousiastes à l'idée de participer à la vie politique du pays, ne croient plus en la capacité du gouvernement à répondre à leurs besoins fondamentaux. Le second indicateur révélateur de la fragilité de l'État a été l'absence prolongée du président du pays. Selon plusieurs rapports de terrain, le président a passé plus de la moitié de son temps à l'étranger, une situation qui a eu des conséquences directes sur la gouvernance de la Guinée-Bissau. L'absence prolongée du président a entraîné une gestion erratique des affaires publiques et une déconnexion croissante entre l'État et la population. Les citoyens, déjà frustrés par un manque de leadership, ont vu dans cette absence une preuve du déclin de l'autorité et de l'incapacité du gouvernement à répondre aux défis du pays. Cette déconnexion a non seulement exacerbé le sentiment d'abandon, mais a aussi alimenté un climat de mécontentement généralisé. Enfin, le troisième chiffre important à considérer est la perception de la légitimité du gouvernement, qui a connu une chute dramatique à la suite de la prolongation controversée du mandat présidentiel. Bien qu'il n'y ait pas de chiffres précis disponibles pour mesurer la perte de confiance dans le gouvernement à la suite de cette décision, des témoignages recueillis dans les rues de Bissau indiquent que cette mesure a été perçue comme un coup de force, une tentative de maintenir au pouvoir un régime qui n'avait plus de mandat populaire. Les manifestations de mécontentement ont explosé dans les jours qui ont suivi cette décision et la rue a exprimé de manière claire son rejet de cette prolongation, considérée comme un viol des principes démocratiques. Ce rejet massif a entraîné une légitimation croissante de la nécessité d'un changement, une légitimation qui a permis à l'armée de se positionner comme un acteur central du changement. Ces trois indicateurs, la chute de la participation, l'absence prolongée du président et la perte de légitimité du gouvernement montrent clairement l'effritement des institutions de la Guinée-Bissau. Ils expliquent en grande partie pourquoi la prise de pouvoir militaire n'a pas été perçue uniquement comme un acte de déstabilisation, mais aussi comme une réponse pragmatique à un système politique incapable de fonctionner. Si ces chiffres peuvent sembler inquiétants, ils servent à illustrer l'ampleur du déclin institutionnel et à justifier en quelque sorte la nécessité d'un changement radical. Toutefois, la grande question reste de savoir si ce changement militaire pourra effectivement instaurer un système plus stable et démocratique, ou s'il s'agira simplement d'une transition vers une nouvelle forme d'instabilité. La transition en Guinée-Bissau a rapidement suscité des débats intenses, divisant les opinions entre partisans et détracteurs d'une solution militaire. D'un côté, les défenseurs de l'intervention militaire soutiennent que cette prise de pouvoir est une réponse nécessaire à l'effondrement des institutions. Pour eux, la Guinée-Bissau était déjà dans une spirale de déclin, marquée par une participation politique de plus en plus faible, une gouvernance déconnectée de la réalité et une perte généralisée de confiance dans les autorités. Dans cette optique, l'ascension d'Ibrahim Traoré est perçue comme une chance de redresser un système politique défaillant. Les partisans de cette transition soulignent qu'une action forte et rapide était impérative pour éviter un effondrement total. Selon eux, l'armée, loin d'être un acteur négatif, est la seule institution encore capable d'imposer un changement significatif et de restaurer un ordre minimal dans un contexte de crise aiguë. Cependant, l'opposition à cette solution militaire met en lumière les dangers inhérents à une prise de pouvoir par l'armée. Selon ses détracteurs, l'armée ne doit pas devenir le moteur principal du changement politique. L'intervention militaire, aussi légitime qu'elle puisse paraître dans un contexte de crise, porte en elle des risques importants, notamment celui de créer un précédent dangereux pour la démocratie en Guinée-Bissau et dans la région. Ses opposants affirment que chaque intervention militaire pourrait être perçue comme un acte légitime de restauration dans des régimes fragiles, ce qui entraînerait la militarisation systématique des processus politiques au détriment des principes démocratiques fondamentaux. Il souligne que l'absence de contrôle civil sur les actions militaires pourrait mener à une dérive autoritaire, transformant la transition en un piège où les militaires seraient les arbitres définitifs du pouvoir politique, sans mandat populaire. Ainsi, le débat se polarise autour de la question suivante.
Est-il légitime de confier l'avenir du pays à l'armée, ou existe-t-il un risque majeur de basculer dans un régime autoritaire? Les deux camps soulignent la nécessité de changement, mais leurs visions divergent sur la manière de l'atteindre. Si la transition militaire semble représenter une solution rapide et pragmatique, elle soulève des questions cruciales sur la durabilité du modèle et les risques qu'elle comporte pour la démocratie. La transition en Guinée-Bissau atteint un point de bascule décisif. Alors que le pays se trouve à un carrefour, un élément clé semble émerger, la tension entre l'espoir de renouveau et la crainte d'une militarisation excessive. Ce renversement, bien que salué par une partie de la population, révèle des fissures profondes dans le système. À mi-chemin de cette transition, la question centrale demeure. Les réformes proposées par Ibrahim Traoré permettront-elles de répondre aux besoins urgents du peuple tout en évitant une dérive autoritaire? L'ampleur du défi est telle que chaque décision pourrait avoir des répercussions bien au-delà des frontières de la Guinée-Bissau. En parallèle, les regards se tournent vers le modèle militaire du Burkina Faso, souvent cité en référence dans la région. Cependant, ce modèle, bien qu'inspirant, n'est pas exempt de critiques. Tandis que certains y voient un exemple à suivre, d'autres redoutent que ce changement radical ne fasse qu'aggraver l'instabilité régionale. Ibrahim Traoré, en naviguant dans ce contexte complexe, devra convaincre que la transition en Guinée-Bissau peut réellement apporter la stabilité et la prospérité tant attendues. Les conséquences immédiates de la transition en Guinée-Bissau sont profondes, tant sur le plan politique que social. À court terme, le pays se trouve plongé dans une phase de déstabilisation des institutions, déjà fragilisée par des années de gouvernance défaillante. L'armée, bien qu'elle ait réussi à imposer un certain contrôle, fait face à des défis majeurs. Comment restaurer l'ordre tout en répondant aux attentes d'une population fatiguée par des décennies de promesses non tenues? Les fonctionnaires, autrefois réduits au silence sous un régime autoritaire, commencent à se manifester, mais le manque de coordination entre les différentes branches du gouvernement met en évidence l'ampleur du vide institutionnel. Sur le plan économique, les premières répercussions se font déjà sentir. L'instabilité politique a provoqué une hausse des prix des denrées de première nécessité, exacerbant ainsi la pauvreté et les inégalités. Les services publics se sont effondrés, et l'économie, déjà fragile, a subi un nouveau coup d'arrêt. Cependant, cette période de crise n'est pas sans espoir. Plusieurs secteurs privés commencent à percevoir cette instabilité comme une opportunité de réinventer leurs modèles économiques. Les entreprises locales, bien que confrontées à des défis immédiats, cherchent de nouvelles façons de se redéfinir dans ce climat d'incertitude. Le secteur privé pourrait jouer un rôle clé dans la reconstruction du pays, en soutenant les réformes économiques et en stimulant la croissance. La société, elle, est partagée. Une partie de la population, notamment les jeunes et les groupes les plus vulnérables, voit dans cette transition une chance de renouveau, un espoir de sortir de l'impasse politique. Mais d'autres, plus sceptiques, craignent un retour à une forme de militarisation excessive et autoritaire du pouvoir. Les discussions au sein des familles et dans les rues de Bissau sont animées, les citoyens se demandant si ce changement est véritablement porteur d'espoir ou si, au contraire, il ne fera qu'aggraver les tensions existantes. Les fractures sociales, déjà présentes sous l'ancienne administration, se sont encore accentuées. Les tensions entre les différents groupes ethniques et sociaux du pays ont émergé avec plus de force, et il devient évident que la transition ne sera pas seulement une question de pouvoir politique, mais aussi de réconciliation sociale. La population semble prête à soutenir un projet de reconstruction, mais la question demeure, ce projet sera-t-il suffisamment inclusif pour réconcilier les différentes factions du pays? Enfin, au niveau régional, la Guinée-Bissau devient un point focal dans les dynamiques géopolitiques du Sahel. L'impact de cette transition sur les pays voisins est difficile à évaluer, mais il est clair que la Guinée-Bissau pourrait jouer un rôle clé dans l'évolution des transitions militaires en cours dans la région. Les exemples de transitions similaires au Burkina Faso et au Mali sont constamment cités, mais le modèle de la Guinée-Bissau pourrait se distinguer en fonction de la manière dont les autorités militaires gèrent cette période charnière. Dans les 6 à 12 mois qui suivront la prise de pouvoir militaire en Guinée-Bissau, 3 scénarios possibles se dessinent, chacun ayant des implications profondes pour l'avenir du pays.
si les forces militaires parviennent à maintenir un contrôle modéré tout en mettant en place des réformes progressives, le pays pourrait connaître une stabilisation fragile. Cette stabilisation se traduira par une réactivation partielle des services publics et une amélioration de la sécurité intérieure, mais sans parvenir à une véritable démocratisation. Les réformes économiques pourraient être lentes et limitées à des ajustements temporaires, avec un accent sur la gestion des crises immédiates, comme l'augmentation des prix et l'amélioration des infrastructures de base. Bien que cette situation puisse offrir un répit à court terme, elle comportera des risques considérables. L'absence de réformes politiques substantielles pourrait maintenir une méfiance généralisée vis-à-vis des autorités militaires et ralentir la mise en place d'institutions démocratiques solides. Dans un scénario plus optimiste, si la transition militaire réussit à instaurer un dialogue avec les corps intermédiaires, fonctionnaires, communautés locales, opérateurs économiques, la Guinée-Bissau pourrait envisager des réformes plus profondes. Ce processus de refonte institutionnelle permettrait de réorganiser les ressources nationales, renforcer la transparence des contrats et repositionner le pays sur la scène régionale. Le secteur privé jouerait un rôle clé en soutenant cette restructuration et en créant des opportunités économiques durables. Dans ce scénario, le leadership militaire réussirait à établir un compromis entre stabilité et réforme démocratique, restaurerait progressivement la confiance des citoyens et offrirait une vision d'un avenir plus équilibré. Enfin, un troisième scénario envisage un blocage prolongé. Les tensions internes au sein de l'armée pourraient s'intensifier, menaçant la capacité de la transition à produire des réformes substantielles. L'absence de leadership solide, combinée à une pression internationale croissante et à des oppositions internes, pourrait paralyser le processus politique. Ce blocage risquerait de fragmenter davantage le pouvoir, conduisant à une instabilité prolongée. La population, initialement porteuse d'un espoir de changement, pourrait sombrer dans le désenchantement, voyant la transition militaire non pas comme une solution, mais comme un symptôme d'une nouvelle phase de crise politique. L'isolement politique et économique du pays pourrait également se renforcer, affectant gravement les perspectives de croissance et de réconciliation. Ainsi, l'avenir de la Guinée-Bissau dépendra largement de la capacité des dirigeants militaires à naviguer entre ces scénarios, à réconcilier les factions internes et à répondre aux attentes d'une population impatiente de changement. La transition en Guinée-Bissau n'affecte pas seulement la politique du pays, elle touche aussi chacun de ses citoyens, quelle que soit leur situation. Pour ceux qui ont vécu sous des régimes instables, c'est une occasion de reconstruire un avenir où leur voix pourrait enfin être entendue. Mais cette transition ne se limite pas à un simple changement de dirigeant, elle incarne l'espoir d'une transformation profonde, non seulement du gouvernement, mais de la société elle-même. Si les dirigeants militaires parviennent à établir un dialogue inclusif et transparent, il pourrait en découler un modèle de gouvernance plus équitable et plus durable. Cependant, il existe une fracture importante entre l'espoir et la réalité. Bien que de nombreux citoyens perçoivent ce moment comme une chance de se réinventer, d'autres sont plus réservés. L'inquiétude d'un retour à un système autoritaire, à une militarisation excessive du pouvoir, pèse lourdement sur les discussions. Les jeunes, en particulier, qui aspirent à plus de liberté et de démocratie, ont un rôle fondamental à jouer dans cette transition. Ils sont le moteur du changement, mais aussi le garde-fou contre toute dérive. Les entreprises locales, elles aussi, se trouvent à un tournant. Leur participation active à la reconstruction économique du pays sera essentielle pour revitaliser le marché, stimuler l'innovation et renforcer la confiance des citoyens dans les autorités. Elles doivent comprendre que leur rôle va au-delà de la simple survie économique. Elles ont la possibilité de contribuer à un projet national plus grand, celui de redéfinir les bases d'une société stable et prospère. Pour que cette transition réussisse, l'engagement de tous, des citoyens aux entreprises, est crucial. L'avenir de la Guinée-Bissau repose sur leur capacité à collaborer et à construire ensemble un modèle de gouvernance inclusif et respectueux des droits humains. Pour que la transition en Guinée-Bissau soit véritablement réussie, un plan d'action structuré et mesurable est nécessaire. Il est impératif
que les autorités militaires commencent par restaurer les institutions essentielles à la gouvernance du pays. Voici un cadre en 5 étapes clés qui pourraient servir de guide pour rétablir l'ordre et garantir une stabilité à long terme. 1. Réorganisation des administrations locales. Le premier pas crucial consiste à renforcer les institutions locales, souvent laissées pour compte sous les régimes précédents. Cela implique de redéfinir les responsabilités des gouvernements locaux, de former les fonctionnaires à leur nouveau rôle et de garantir un meilleur accès aux services publics pour les citoyens. La décentralisation permettra une gestion plus réactive et adaptée aux besoins locaux. 2. Réactivation des services publics essentiels. Il est vital de remettre en fonction les services de base tels que l'éducation, la santé et la sécurité. Ces secteurs sont les pierres angulaires de toute reconstruction nationale. Un investissement rapide dans ces domaines contribuera à apaiser les tensions sociales et à restaurer la confiance du peuple dans les nouvelles autorités. 3. Lutte contre la corruption. La transparence doit être au cœur de la transition. La mise en place de mécanismes de contrôle indépendants ainsi que des réformes pour une gestion plus transparente des fonds publics est impérative. Cela renforcera la légitimité du gouvernement militaire et enverra un message fort à la population. Le pays peut changer. 4. Révision du système électoral. Un processus démocratique transparent et inclusif doit être mis en place, garantissant des élections libres et régulières. La création d'une commission électorale indépendante et le soutien à la participation citoyenne seront des étapes fondamentales pour la crédibilité du système politique à long terme. 5. Relance économique durable. Enfin, la réorientation de l'économie vers des secteurs durables, comme l'agriculture locale et les PME, est essentielle. Encourager l'innovation, soutenir les jeunes entrepreneurs et diversifier les sources de revenus permettra de stabiliser l'économie à long terme. Ces étapes constituent la base d'une transition réussie. Toutefois, leur mise en œuvre nécessitera l'engagement de toutes les parties prenantes du pays. La Guinée-Bissau, aujourd'hui suspendue entre incertitude et espoir, est à un carrefour crucial. Le peuple, épuisé par des années d'instabilité, voit dans cette transition une occasion de redéfinir son avenir. Ibrahim Traoré, figure centrale de cette évolution, incarne à la fois l'espoir d'un renouveau et le symbole d'un changement qui pourrait enfin apporter la stabilité tant attendue. Mais derrière cet espoir réside une prise de conscience aiguë des défis à surmonter. Chaque décision, chaque réforme devra être pensée pour éviter les écueils du passé et répondre aux aspirations légitimes des citoyens. La transition ne sera pas facile. La route est semée d'embûches et les divisions internes, qu'elles soient politiques, sociales ou économiques, devront être surmontées pour construire un futur commun. Le chemin vers la stabilité et la prospérité est long, mais il est possible si tous les acteurs de la société, jeunes, anciens, fonctionnaires, entrepreneurs, s'engagent activement dans le processus de reconstruction. Ce moment est plus qu'un simple changement de gouvernement. Il représente une chance unique de restaurer la dignité, de redonner de l'espoir et de renforcer les fondations d'un avenir plus juste et équitable pour la Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau se trouve à un moment décisif de son histoire, un tournant qui pourrait façonner son avenir pour les générations à venir. Le pays a l'opportunité de se réinventer, de reconstruire ses institutions et d'offrir à ses citoyens un avenir plus stable et plus prospère. Cependant, cette transformation nécessite l'engagement de chacun, des jeunes aux plus âgés, des fonctionnaires aux entrepreneurs. La reconstruction d'une nation ne repose pas uniquement sur les épaules des autorités militaires, mais sur la volonté collective de bâtir ensemble un avenir commun. Alors que la Guinée-Bissau se prépare à relever ces défis, il est crucial que chaque acteur de la société participe activement à ce processus. Que vous soyez citoyen, entrepreneur ou fonctionnaire, vous avez un rôle à jouer dans cette période de transition. Engagez-vous, exprimez vos idées et contribuez à la construction d'un avenir plus juste et plus équitable pour tous. Le moment est venu de dépasser les divisions et de travailler ensemble pour faire de ce pays un modèle de résilience et de prospérité dans la région.